Merci Didier. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous avons, en préparant cette table ronde, donc, qui est la ville et l'architecture au service des aînés, on l'a vu dans les tables rondes précédentes, on a souvent l'habitude en France de fonctionner en silo. Donc on a eu envie d'aborder ce thème de façon plus globale et de parler d'urbanisme et de santé et de bien-être au service d'une ville de tous les âges, puisque je ne sais plus qui le disait ce matin, mais à partir de quel âge est-on vieux? Et donc, on a plutôt choisi cette réflexion sur le parcours et de la ville de tous les âges pour aborder ce thème. Alors, ce thème réunit un certain nombre de personnes de profils très différents qui vont nous permettre d'échanger à la fois sur leurs expériences passées, mais aussi sur les innovations, notamment au travers du design. Donc, on a noté un certain nombre de sujets que je vais vous évoquer et sur lesquels nous reviendrons. Donc, l'urbanisme au service du bien-être et de la ville de tous les âges impacte, bien entendu, des dispositifs environnementaux, urbains, de paysage, de design actif permettant une mobilité douce et aisée pour tous les âges, favorable aux rencontres et au décloisonnement. Un deuxième point qui est le sujet du logement, on en a parlé tout à l'heure également, qui sont des logements évolutifs permettant de vivre mieux et d'adapter l'habitat sans trop de frais quand l'âge avance et que les maladies cognitives se font jour. Willy Ciré en parlait tout à l'heure. Des nouveaux projets intergénérationnels permettant des modes de vie différents, la colocation, la formation, tout à l'heure on parlait de transmission également. Le réchauffement climatique qui implique des aménagements adaptés, des critères économiques qui doivent également évoluer en fonction de ces évolutions climatiques, parce qu'on ne construit pas au même coût. Une dame, je crois, une infirmière, évoquait ce matin le rôle important des élus. On voit bien, nous, architectes urbanistes, à quel point, quand les élus ne se mobilisent pas, quand les programmes ne sont pas suffisamment innovants, on construit, je dirais, en silo, sans tenir compte des liens qu'il peut y avoir à la fois sur le paysage, sur les mobilités, sur les équipements urbains. Voilà. Donc ce sont des points qui nous ont réunis pour lancer ce débat. Alors ma première question va vers Gertrude, donc, qui dirigeait le CHU de Québec. Donc selon vous, Gertrude, quels sont les dispositifs urbains concrets à appliquer pour faciliter le parcours des aînés, alors au travers de votre expérience passée, mais également au Québec? Il y a sans aucun doute, puis j'ai parlé au Canada, au Québec, plusieurs initiatives. Puis je vous dirais qu'actuellement, on est dans une accélération des initiatives. Vous avez parlé des dimensions environnementales, l'écologisation qu'on doit faire des parcours, donc de rendre les choses plus écologiques aussi. Le développement des données probantes sur l'importance des communautés, les services de proximité, et ce, autant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Dr Hébert faisait allusion ce matin à la politique, qui est une grande politique cadre au Québec de 2018-2023, qui s'appelle Québec pour tous les âges. Et à l'intérieur de ça, il y a plusieurs initiatives. On parle de 85 actions qui ont été ciblées dans ce grand plan. Mais le mouvement Municipalité Amis des aînés, les MADA, donc qui couvre plus de 800 municipalités au Québec, développent des initiatives pour faire en sorte que nos villes, nos villages, nos trottoirs, nos environnements, pour réduire les risques de chute, soient améliorés. On est aussi à Québec et Montréal parce que c'est quand même tout récent. Il y a au niveau du Canada, le gouvernement canadien a lancé une grande initiative qui s'appelle le défi des villes intelligentes. Donc, Montréal et Québec, nous sommes actuellement dans les finalistes. Il y a 7 ou 8 finalistes, si je ne me trompe pas, sur la possibilité de rapporter un prix de 50 millions pour faire des villes intelligentes. À Québec, c'est entre autres l'utilisation des données et des données spécifiques dans des secteurs de la ville pour mieux adapter les services. On a un maire, donc les maires sont conviés directement par les gouvernements à trouver des initiatives, mais ce qui amène aussi des initiatives citoyennes. Et puis, bien sûr, comme dans les grands centres hospitaliers, là, on a vu les salles blanches, mais je vous reviendrai, ça, il y a beaucoup d'initiatives, mais comme toujours, quand il s'agit de mettre beaucoup d'argent dans ce qu'on appelle le sanitaire, il y a moins de réticence
que d'en mettre dans le communautaire. Alors, vous retrouvez ça en France. Pour nous, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on a fait des grands centres hospitaliers au Québec de 2-3 milliards et je pense qu'on aurait pu, ou on devra, considérer une partie des argents pour faire en sorte que les gens ne viennent pas dans des grands centres hospitaliers à 2-3 milliards. Et est-ce qu'il y a eu des expérimentations qui ont été vertueuses et qui font exemple que vous pouvez nous citer? Bien, il y en a beaucoup. Je vais prendre Québec. Nous, avec l'Alliance Santé Québec, qui est un mouvement qu'on a créé avec l'Université Laval, c'est par exemple avec la ville de réduire, de mesurer les secteurs de sécurité. C'est-à-dire si on prend des quartiers où c'était considéré comme des quartiers qui étaient, entre guillemets, un peu dangereux, et on a ajouté des familles, on a ajouté des parcs. Donc, ça permet de laisser les personnes âgées qui vivent là en toute sécurité. Donc, tout le quartier Saint-Sauveur, quartier Saint-Roch, quartier Limoilou, ce sont des initiatives de la ville qui ont fait que ça s'est développé et que ça s'est adapté. Une petite anecdote, quand on fait ça, il faut beaucoup penser à l'intergénérationnel. Et dans le secteur Limoilou, à titre d'exemple, la ville avait un magnifique projet, mais ils ont pensé déplacer des bancs publics. Et ils ont, par cette belle initiative, enlevé des opportunités de se rencontrer. Il y avait des vieux monsieur et des vieilles dames qui se voyaient sur les bancs publics depuis 30 ans. Alors, ils ont eu parole, et ils ont pu retrouver leur banc. Donc, il faut être très attentif à trop moderniser pour moderniser. Il faut être, je pense qu'autant dans la planification des villes de demain, il faut aussi parler aux principaux intéressés, particulièrement les aînés dans ce cas-ci. Merci. Françoise, en tant que directrice générale d'ICAD, vous êtes un acteur de la santé incontournable, un acteur de l'immobilier, de la construction, de la ville, mais du territoire au sens large incontournable. Comment vous saisissez-vous de cette approche, de ces transitions qu'il faut accompagner pour que les parcours de nos aînés soient, je dirais, plus orientés bien-être et faciliter ces mobilités qu'évoque Gertrude? Alors oui, en effet, ICAD construit à la fois des logements, des bureaux, des établissements de santé et investit également, puisqu'il y a deux foncières, une foncière dans les bureaux, une foncière dans la santé. Donc c'est très important pour nous. On consacre beaucoup de temps depuis plus de 10 ans à la recherche et à l'innovation. Donc dans ce cadre-là, on a avancé sur plein de projets. Et j'ai noté ce matin, je l'ai noté là, des termes qui nous vont bien. J'ai noté renforcer le maintien des personnes âgées à domicile, bien sûr, offre à développer entre domicile et EHPAD, plus de proximité entre les générations. J'ai noté, avec le fameux lien, bien sûr, intergénérationnel. Donc nous, on croit à une offre très élargie qui va des gens qui sont à domicile, aux EHPAD, en passant par la résidence-service. Ce matin, il y a quelqu'un qui l'a mentionné, et c'est vrai qu'il y a une grande différence parce que il y a quelques années, on avait ce qu'on appelait des maisons de retraite. Aujourd'hui, on a des EHPAD, donc c'est des établissements qui sont pour des personnes beaucoup plus dépendantes, et les résidences-services apportent ce lien justement intergénérationnel avec des services, comme son nom l'indique, avec des communications entre des gens qui se retrouvent seuls par les aléas de la vie. Donc on a, nous, fait très attention à tout ce cycle, et la première chose qui est importante, c'est d'abord le choix du terrain. Avant, on mettait l'EHPAD dans n'importe quel terrain isolé à la sortie de la ville. Aujourd'hui, on essaye de le mettre dans la ville et de le mettre dans un environnement avec des commerces, avec d'autres appartements. Donc la première chose, c'est le choix du terrain. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est aménagement du logement, domotique, ça bien entendu. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, tout le monde connaît. Mais c'est très important d'avoir cette approche. Je vais vous donner aussi un autre exemple qui est, nous, on a lancé des programmes, on a commencé à Lyon et on l'étend maintenant sur toute la France, qui s'appelle Biome. Biome, c'est un programme où dans un immeuble de logement qu'on construit, on fait par exemple un logement de type 4 et puis de manière attenante, il y a une chambre avec des sanitaires qui a une entrée indépendante et qui est réservée soit à un enfant de la famille qui a grandi, qui maintenant veut devenir autonome et étudiant, soit une personne âgée qu'on est obligé de recueillir chez soi parce qu'il y a
elle n'est pas encore assez dépendante, si je puis dire, pour aller en EHPAD, mais en tous les cas, on a besoin qu'elle se rapproche de la famille, et donc ça permet d'avoir cette chambre indépendante. Et ça a eu énormément de succès. Ça peut être utilisé dans plusieurs cas. Et justement, il faut voir que dans la ville, nous, on fait attention à ce qu'il y ait tous les éléments de la ville, le logement, la résidence étudiante, la crèche, le foyer, l'EHPAD. Donc ça, on y a attention. Et je vous reparlerai après d'un autre exemple de ville qu'on a constitué comme ça à partir d'un EHPAD. Merci. Vous constatez des grandes ruptures entre les programmes d'avant, on va dire, et les programmes de maintenant qui vous sont demandés. Est-ce qu'il y a une incitation forte des élus par rapport à cela? Et est-ce que, quelque part, les finances vont avec? Les problématiques foncières sont abordées pour permettre ces développements-là? Alors, le terrain en centre-ville est plus cher que le terrain dans la campagne, hein, ça c'est sûr. Les élus, je vais vous parler d'un autre exemple, alors j'en profite. Les élus ne sont pas toujours moteurs, mais il y a des fois où ils le sont. On a livré ça il y a 6 ou 7 ans, on a fait un programme à Chevilly-la-Rue. À Chevilly-la-Rue, il y avait un monastère. Et il y avait des sœurs qui exploitaient un EHPAD. Et il y avait des terrains autour. Et le maire, alors là, il y a eu vraiment une implication du maire, de l'ABF, de plein d'organismes. Et le maire voulait développer un quartier. Donc on a proposé, nous, de développer un quartier où il y avait des logements, avec différents types de logements, des logements classiques, des logements adaptés pour du handicap, et des logements avec des salles de bain aménagées, avec un certain nombre de choses. Et puis un EHPAD, donc, qui a été rénové et qui est resté, des résidences étudiants, une crèche, des commerces. Donc tout ça a formé un nouvel espace dans la ville, et ce qui permettait aux gens, notamment, de ne pas être dépaysés, parce que quand ils avaient un logement, et puis après ils vieillissaient, et puis ils passaient finalement dans l'EHPAD, mais ils étaient toujours dans leur quartier. Donc il y avait tout un système de vie comme ça. Et ça, je pense que c'est très important. Alors c'est difficile à développer, parce que ça prend un peu de temps, parce qu'il faut vraiment avoir un soutien de la personne publique et des communes, et ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est un très bel exemple, je vous invite, ça s'appelle Chevilly-la-Rue, vous regardez Chevilly-la-Rue, ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, le Clos Saint-Michel, voilà. Le Clos Saint-Michel, qui était le nom de l'ancien site, à Chevilly-la-Rue, et ça peut être très intéressant. Merci. Jérôme, en tant qu'architecte très investi dans ce domaine de la personne âgée, des aînés, de la dépendance au sens large. Tu travailles beaucoup avec la Fondation AIA, mais aussi avec le Gérontopole des Pays de la Loire. Enfin bon, comment vois-tu la ville de demain, le territoire, on va dire, au sens large, favorable à nos aînés, et en tant qu'architecte et urbaniste, que faut-il proscrire, là, maintenant, pour éviter ces grandes ruptures? Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut proscrire. Ce qui est intéressant dans la réflexion que tu poses, c'est que la notion de territoire et de proximité dans le monde de la santé était peu évoquée. La santé arrivait de l'État, et aujourd'hui on voit que ce sont les collectivités locales qui se saisissent de ce problème-là. Et donc dans le cadre de la Fondation, avec notre réflexion qui s'appelle B2V, Bien vivre la ville, on a développé une réflexion vraiment sur l'environnement. Et finalement, si une personne est dépendante, elle est dépendante par rapport à un environnement. Un aveugle chez lui n'a pas de dépendance, il est très très bien chez lui. Et ça, c'était quand on était allé à Québec, que vous nous aviez montré à l'époque, dans le cadre de ces rencontres, un diagramme où on voyait la longévité et les bénéfices de la longévité. Pourquoi on vivait mieux? Il y avait un peu de santé et beaucoup d'environnement. Et ça avait débloqué quand même beaucoup de réflexions chez nous, puisqu'on s'était dit... et par contre, les budgets allaient beaucoup dans la santé et un peu dans l'environnement. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour des architectes, des urbanistes. Et donc ça a amené cette réflexion où on s'est dit, travaillons la ville, regardons la ville santé. Et on a mené une recherche où on a regardé comment New York repousse l'obésité, les AVC, comment Singapour travaille sur la mobilité. Et les Chinois nous ont demandé de penser des villes santé. C'est-à-dire qu'ils avaient fait déjà des urbanismes sur lesquels on venait rajouter une lecture de ville santé. Avec des choses comme vous le disiez, c'est-à-dire que les bancs, si je n'ai pas un banc tous les 200 mètres, eh ben, la personne âgée ne sait pas s'arrêter et donc ne fera pas les 600 mètres qu'elle doit faire si elle ne peut pas se poser régulièrement. Et ça, aujourd'hui, pour pas qu'il y ait de bruit à côté des habitations, on enlève les bancs. Donc, il faut aussi, dans des régions comme ici à Nice, il faut mettre des arbres pour donner du confort pendant ces déplacements, etc. Il y a maintes solutions et un des aspects fondamentaux que l'on prend en compte maintenant via l'environnement, c'est la mobilité.
Et aujourd'hui, la mobilité, on est tous attachés à nos voitures. On voit qu'on a maintenant des vélos électriques, qui est pour moi un outil assez exemplaire. C'est-à-dire que je fournis une activité physique et je me déplace sur de longues distances. Et ça, et je pense que c'est beaucoup mieux que la petite trottinette électrique sur laquelle je ne fais zéro effort, à part me casser la figure. Donc aujourd'hui, il faut penser la ville pour qu'elle préserve notre santé. Et finalement, je pense que le meilleur atout, c'est d'éviter de rentrer en EHPAD. C'est-à-dire qu'on y rentrera le plus tard possible et avec le meilleur état possible. Et donc, il faut que les villes nous aident à nous prémunir, notamment par de l'effort physique ou par des qualités générales, de l'information sur ce que l'on mange, des circuits courts, etc. Il y a maintes facteurs que peut gérer la ville, l'accès aux associations, l'accès aux clubs sportifs avec un coût dégressif pour les personnes âgées, enfin âgées à partir de 60 ans. Comment me remettre le goût du sport quand j'ai 60 ans ou le goût d'une activité physique? Donc on voit que c'est une politique qui est assez complexe et dont Biarritz en est un exemple. À Biarritz, une personne qui arrive 60 ans, dépressif, il a perdu sa femme, qui est peut-être mort d'un cancer ou je ne sais pas quoi. Il arrive et le médecin ne lui prescrit pas des antidépresseurs, il lui dit attendez, vous allez faire des cours de surf et vous allez faire le parcours de Biarritz 1920. Et finalement, par ces parcours que le maire a installés en ville, il revisite Biarritz 1920 avec des appareils qui nous permettent de voir le Biarritz de l'époque. Ils permettent à la personne de retrouver un peu d'effort physique par les cours de surf qui restent sur la plage. Et finalement, les antidépresseurs n'ont pas été nécessaires. Et la personne se resociabilise, elle retrouve du goût à la vie. Et donc, on voit bien qu'à travers des politiques locales un peu sensées et toujours adaptées au territoire, on arrive à repenser les choses autrement. Merci. Gaël Guillou, donc designer, que j'ai bien connu avec une autre casquette à l'école de design de Nantes, qui a monté le laboratoire CARE de l'école de design. Donc design, on pense toujours design, belle table, belle chaise. Là, on parle design d'innovation, notamment dans le secteur de la santé. En quoi le design a une influence, a un impact sur l'évolution à la fois des pratiques, des usages et des modes de vie, et notamment au service de nos aînés, dans les villes et dans les logements ou dans les habitats. Alors, donc pourquoi le design? C'est une bonne question. En fait, ça rejoint un travail que j'avais fait à l'époque quand j'étais donc directeur du laboratoire CARE sur un projet pour Leroy Merlin Source. Donc je vous conseille les films J'y suis, j'y reste, volets 1, 2, 3, qui sont aussi des films intéressants sur la façon dont les gens investissent leur domicile et essayent de rester au domicile ou dans le rapport qu'ils ont avec les autres. Sur le fait que, par exemple, un dispositif, donc je vais utiliser un terme général, un dispositif qui peut être de la technologie, qui peut être une intervention humaine, qui peut être de l'espace, qui peut être un produit, qui peut être un mobilier, ou qui peut être tout à la fois, donc un espèce de système, peut être à la fois un exhausteur finalement des rôles des différentes parties prenantes autour de la personne âgée, peut être aussi un absorbeur de tension. Et ça, on l'a bien vu dans différents projets où, par exemple, on questionnait l'arrivée ou l'appréhension de la culture de la sécurité, puisque en fait, on a une population. Enfin, nous, chez les Boulders, on dit souvent les personnes ne sont pas des vieux, ou en tout cas, ils ne se considèrent pas comme des personnes âgées. Ils se considèrent comme des gens qui veulent continuer plus ou moins à vivre comme ils ont envie de vivre, avec quand même des singularités ou des spécificités qui sont d'autres singularités et qui, du coup, il faut prendre en compte. Et du coup, on avait questionné sur l'arrivée ou anticiper la culture de la sécurité ou de l'arrivée des dispositifs de sécurité au domicile. Et on se rendait compte que les usagers avec lesquels on a travaillé avaient besoin de mettre en place une sorte de cordon sanitaire qui leur permettait d'acquérir une culture du domicile et de la sécurité, avec un dispositif qu'ils pourraient manier eux-mêmes pour découvrir leur domicile et découvrir que finalement leur domicile peut être aussi un danger pour eux. Et quand on confrontait finalement, parce qu'on avait développé ce dispositif avec des usagers, parce que confrontation est le bon mot, quand on l'a confronté aux professionnels, c'était très intéressant de voir que pour les professionnels, pour certains, il était hors de question que l'usager manie ce type de dispositif. Et pour d'autres, d'accord, mais si on faisait un entretien psy avant, si on recloisonnait ou on remettait un ensemble d'étapes avant même qu'on utilise ce dispositif que les usagers voulaient comme un dispositif, on va dire,
leur permettant d'acquérir une culture pour mieux finalement parler aux professionnels de soins, pour mieux parler aux artisans, pour mieux parler aux gens, pour avoir la sensation d'être égal à égal dans la prise de décision qu'ils voulaient avoir. Et du coup, je pense voilà, le design a cet intérêt, sans omettre le fait que, comme tous les gens, on veut du beau, on veut du facile à utiliser, et surtout, on veut quelque chose qui soit en lien avec des habitudes et des pratiques. Un exemple sur un travail qu'on avait fait avec le conseil départemental de Loire-Atlantique, quand on questionne la téléassistance, je suis persuadé que vous, quand vous prenez votre douche, vous enlevez votre montre. Donc pourquoi on demanderait à des gens de prendre leur douche avec un bracelet? Alors que bien sûr, on sait tous que la douche est un lieu où il y a potentiellement beaucoup de risques de tomber. Donc il y a des habitudes d'usage qui sont d'une évidence folle, mais qui aujourd'hui, bizarrement, n'intègrent pas la réflexion des dispositifs qu'on met en place. Et puis peut-être je finirai mon propos sur la question de cette liberté qui du coup, n'a rien à voir avec la dépendance, puisqu'il y a des gens qui acceptent tout à fait le fait qu'ils soient dépendants, mais qui veulent continuer à avoir le sentiment d'être libres. Et cette liberté, je dirais, si je reviens sur le thème de notre table ronde, qui est du coup le territoire, elle s'incarne sur différents territoires. Elle s'incarne bien sûr sur le domicile. On a parlé ce matin du chez-soi, qui est vraiment quelque chose sur lequel, dans le chez-soi, il y a des règles, et c'est l'habitant qui a les règles. Il y a donc il y a des règles, je disais. Il y a de la... merde, j'ai oublié, excusez-moi. Il y a aussi de la résistance, parce qu'on n'a pas envie de devenir l'enfant de ses enfants. Typiquement, on reste le père ou la mère ou le grand-père ou la grand-mère. Et donc, du coup, se joue tout un tas de choses. Même, par exemple, si je fais un petit complément sur la santé en lien avec le chantier qu'on mène sur l'intrusion de la santé au domicile dans le cadre du virage ambulatoire, on se rend compte que la santé, on sanctuarise le domicile, soit elle ne rentre pas, et du coup on est bien content de faire des allers-retours à l'extérieur pour aller vivre la santé à l'extérieur, mais surtout pas dans le domicile, et quand elle doit rentrer, du coup on la sanctuarise dans certaines pièces ou dans certaines actions du domicile qui sont intéressantes à regarder, et puis dans cette espèce de... C'est-à-dire qu'on finalement, si je dois faire il y a le dur, qui est un petit peu le système de santé et comment il descend et il essaye de se mettre en place, mais aussi de se rénover. Il y a le mou avec cette humanité qui essaye de faire avec. Et puis il y a les bricolages, des gens qui essayent du coup d'inventer ou qui inventent des trucs dans le domicile. Donc il y a le domicile qui s'articule avec le quartier, puisque le quartier, on parle beaucoup d'intérêt générationnel. Souvent, les jeunes, c'est sympa, mais limité dans le temps. Hein. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de discuter avec des gens qui ont notre culture, qui ont notre vécu, avec qui on va pouvoir dire des choses et partager des choses, en fait. Et que du coup, pour le coup, le quartier, c'est vraiment le lieu de la cohabitation avec les autres, dans lequel on veut rester, on veut s'investir, et qui est intéressant. Et la troisième étape, c'est bien sûr la ville, le territoire, après le quartier, où on voit qu'il y a des micro-zones ou des lieux qui font sens et que les gens veulent que ça continue à faire sens, qui sont généralement le lieu des activités. Et là, on voit toutes plein de problématiques qui sont, je ne sais pas, que je pourrais continuer à faire une activité malgré tout un tas de trucs qui m'en empêchent. J'ai une mauvaise expérience, donc j'arrête l'activité, ou des problèmes de logistique qui font que du coup, ça devient impossible. Et du coup, voilà, donc je dirais que ces trois espaces constituent un territoire animal qui est quelque part le projet de vie, en fait, tout simplement. Et ça, je pense que c'est des choses à intégrer, en tout cas, et nous, qu'on essaie d'intégrer dans notre vision, finalement, du design, c'est-à-dire de ne pas simplement faire un dispositif. Voilà, je peux faire un système de téléassistance, chez designer, chez faire une belle boîte, etc. Mais si je ne prends pas en compte finalement tout le système et du projet de vie, il ne se passe rien. En tout cas, ce n'est pas utilisé. Par ailleurs, donc les Boulders, c'est une start-up que tu as créée avec une histoire qui se vit aussi ici à Nice. Est-ce que tu peux nous en parler, puisque nous sommes à Nice ?
Oui. Donc oui, on a démarré l'aventure il y a au mois de juin 2018. Donc voilà, donc les Boulders, c'est 3 personnes. Mon associé Jean-Pierre Chanet, qui lui est plutôt un marketeur et quelqu'un qui vient de la pub, et moi qui suis du coup designer et chercheur en design, plutôt orienté design social et santé. On a la chance d'avoir un salarié, donc on fait de l'intelligence économique, et du coup on a beaucoup de projets en santé, et puisqu'on est spécialisé, enfin en tout cas ce qui nous a intéressé, c'est de travailler pour les populations, on va dire, âgées, ou en tout cas à partir de 60 ans, et d'essayer, à travers les projets qu'on peut faire, qui peuvent être la création de dispositifs ou de l'accompagnement d'acteurs, d'essayer d'amener une autre image beaucoup plus positive, et de considérer que finalement, si on apporte des choses aux gens avant même qu'ils soient, je dirais, qu'ils soient confrontés aux problèmes de dépendance ou aux problèmes de fragilité, et ben, au moment même où ces gens-là sont en capacité encore d'investir, parce que finalement, quand vous changez votre cuisine, il y a une espèce de période où à l'arrivée à la retraite, où quelque part il y a beaucoup de gens qui changent la cuisine, et ben, c'est à ce moment-là où vous pouvez mettre en place la cuisine qui sera la bonne cuisine pour l'après, quand on aura des difficultés à l'utiliser. Et ben, du coup, si on arrive à pouvoir amener des éléments-là à cette population, je dirais que la suite, qu'on a de meilleures chances de faire en sorte que le maintien au domicile se passe le mieux possible. Merci. En termes de benchmark, là, les différents pays finalement qui sont représentés, en termes de benchmark, selon vous, en fonction de vos expériences et vos pratiques, quels sont les pays, ou en tout cas les expérimentations que l'on pourrait relever? Je pense, bon, on a parlé un petit peu de Québec et de Montréal, mais Jérôme, tu as fait, toi, un voyage au Japon sur ce sujet en particulier. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je trouve que le retour était assez, notamment le rôle de la famille était assez remarquable par rapport à ça. Je n'ai pas d'image pour montrer, mais effectivement, on a vu 2 expériences. Enfin, une au Japon, à Takanawa, qui était assez extraordinaire. C'était un hameau, donc confié à un seul architecte, qui avait mis 12 architectes de son agence pour faire 12 bâtiments différents, avec un gymnase, un centre, des maisons de cohabitation pour 4 personnes âgées, plutôt des femmes d'ailleurs, des centres pour loger les personnels, et l'ensemble n'était pas ceinturé d'une barrière. Évidemment, moi j'ai regardé où était la barrière, où est-ce qu'on protégeait les gens. Elle n'existait pas, elle se faisait comme dans un village de façon très naturelle. Il y avait de l'eau qui circulait, je dis, mais bon, il y avait des enfants handicapés, non, on laisse tout le monde jouer avec l'eau, ils apprendront à pas aller dedans. Enfin, il y avait une vraie liberté et on poussait à l'entraide des gens entre eux, entre soignants, soignés, résidents, enfants, et ils avaient même mis des combis, donc des petites caravanes, dans lesquelles logeaient des étudiants. Et tout ça cohabitait assez gaiement avec quelques moutons en plus qui faisaient la pelouse. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire comme invention. Et le poste de soins, c'était une véritable épicerie. Donc j'allais là-bas, je prenais mes carottes, je les achetais, je les préparais. Je pouvais aller dans la cuisine qui était à côté, je faisais ma soupe et je préparais ma cuisine comme je l'ai toujours fait. Et je continue à vivre. C'est-à-dire que l'aspect soignant existait. Il y avait les fauteuils médicalisés, il y avait la pharmacie. Elles existaient, mais elles étaient loin derrière tout le dispositif de vie. Et au lieu d'être un lieu où l'on soigne et dans lequel on essaye de vivre, là, c'est vraiment des lieux de vie dans lesquels on soignait aussi. Et ce paradigme était très intéressant. Et puis l'autre expérience que j'ai vue, on travaillait sur l'hôpital de la Tour à Genève et sur la commune de Mérin. Et il y a un grand quartier qui se développe. Et puis on dit, ben voilà, on s'occupe de santé, d'urbanisme. Qu'avez-vous fait pour les personnes âgées? Ben non, ils avaient tout fait. Ils avaient prévu des habitations et au niveau 4, là-bas, il y a 5 logements. Au niveau 3, il y a 6 logements prévus. Bref, ils avaient 100 lits, 100 appartements prévus pour les personnes âgées. Et le poste de soins était en rez-de-chaussée avec infirmières, kinés, pharmacie, etc., qui étaient en libre service sur la ville. Et dans un rayon de 400 mètres, ils pouvaient gérer 100 personnes âgées en, je dirais, une EHPAD hors les murs. Et j'ai trouvé ça un dispositif urbain et médical et social extrêmement intéressant, puisqu'ils gardaient le lien social. Ils avaient rajouté l'appartement pour accueillir la personne en plus. Ils avaient accueilli... Et finalement, ce dispositif qui était conçu dès la planification urbaine, je les avais trouvés assez exceptionnels, comme très intégratifs et respectant les valeurs familiales. J'ai une question concernant l'intergénérationnel, puisqu'on parle de décloisonnement et de ne pas fonctionner en silo.
Est-ce que ICAD, dans son approche immobilière, a porté des vrais projets intergénérationnels? Pour moi, quand je parle de projet intergénérationnel, ce n'est pas uniquement l'EHPAD avec la crèche à côté, c'est vraiment imaginer des lieux qui peuvent être multiples, mais qui permettent à la fois cette transmission, cette formation, cette capacité à donner du lien et à utiliser au sens noble du terme, je dirais, tout le parcours de la personne d'âge mûr, puisqu'elle n'est pas forcément âgée pour autant. On l'a fait dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure et on essaye de le faire dans la conception des logements, et notamment, mais aussi des bureaux et des établissements de santé. Et on essaye aujourd'hui, enfin je pense qu'on a changé un petit peu de paradigme, on essaye aujourd'hui, on avait avant un processus industriel. On construisait des logements, il y avait des normes, il y avait un prix, il y avait tout ça, on construisait. Alors aujourd'hui, bien sûr, les normes, ça existe, les prix, c'est important, mais aujourd'hui, on est passé de ce processus industriel de construction à une recherche du mieux-être, une recherche du mieux-vivre, et c'est ça qui guide nos projets. Et on a notamment une expérience aussi de faire des logements à la carte pour des gens qui accèdent à la propriété, et qui pourront choisir comment va être mis leur logement. C'est un petit peu compliqué, ce n'est pas des choses qui se font à grande échelle, ce n'est pas de l'industrialisation, mais on peut trouver ce genre de choses. Et puis je crois surtout aussi à l'évolutivité des immeubles. Aujourd'hui, on est obligé de prévoir des immeubles qui pourront évoluer demain, parce que ça évolue tellement vite, alors au niveau technique bien sûr, mais aussi au niveau manière de vivre. Gertrude, je ne sais pas s'il y a des exemples... C'est-à-dire que je pense que ce que je constate, moi, je vais rester au Québec puis au Canada, on est sur l'architecture et le fait de penser architecture comme quelque chose de beau à regarder. On a beaucoup à faire, vraiment. Si on pouvait faire table rase puis recommencer, là, je pense qu'on aurait beaucoup de choses à recommencer. Ceci dit, il y a de magnifiques initiatives qui se prennent. On parle, entre autres, du rapprochement des écoles primaires avec des EHPAD là, ou des CHSLD. Et on voit se développer par la liberté des interactions, parce qu'on ne contrôle pas tout, puis c'est très bien comme ça. Mais je voyais dans un secteur de Québec où on a vraiment fait ça depuis plusieurs années. Mais aussi, ce n'est pas tellement l'architecture. L'architecture favorise, mais c'était les initiatives citoyennes qui ont fait en sorte que les parents des enfants avec les personnes âgées ont amené des interactions, la place dans les parcs, dans les jeux, où la personne âgée a envie de sortir pour aller voir les enfants, aller leur parler. Alors, et Pierre Thibault, chez nous, qui est un architecte qui fait beaucoup cet éloge de l'intergénérationnel, mais aussi de la place de la beauté dans l'architecture qui transforme les pensées des humains et qui les amène, ne serait-ce qu'à se promener dans leur ville, à être plus heureux et plus en santé. Alors, je pense qu'actuellement, je disais qu'on est dans une accélération de cette réalité-là où on doit vraiment faire de grands changements, sinon bouleversements. Et en même temps, on assiste, en tout cas pour nous, comme on a un grand pays, une grande province, à de l'étalement urbain versus la concentration urbaine. Et l'étalement urbain, avec l'étalement urbain vient les routes, si on s'installe en éloignement de la ville, les transports en commun, donc tout ce développement de systèmes de transport plus écologiques. Et encore là, il va falloir y penser en fonction de nos aînés aussi. On sait que dans le transport, ce qui s'est fait à Grenoble, ici en France, a été quand même, ça a fait mal là, pendant le nombre d'années que ça se fait, mais maintenant, c'est très positif pour les personnes qui ne veulent plus conduire ou qui aiment moins conduire de se déplacer. Alors, je pense qu'il y a plusieurs initiatives. Nous, on a aussi une petite spécificité au Québec, c'est qu'on est un pays très froid, avec beaucoup de neige. Et ça, c'est très difficile. Moi, je vis dans le centre-ville et puis dans ma rue, tout le monde se connaît, donc on est une jolie communauté. Et pendant l'hiver, je vois presque personne de mes gens âgés que je vois l'été. Alors, tout le monde reste chez eux. Puis, il faut dire qu'avec les trottoirs qu'on a,
moi aussi, je reste chez moi, là. Donc, c'est intéressant, on parlait des technologies, mais je pense qu'on va devoir aller plus loin dans toute la mise en place des exosquelettes pour aider à soutenir nos genoux, d'avoir des bonnes bottes à crampons. Alors, s'il y a des start-up à mettre, je nous convie à faire des start-up pour les pays nordiques parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire pour qu'on puisse continuer d'être actif plus longtemps. Peut-être pour répondre à ta question, on va expérimenter du coup dans cette question du domicile, quartier, ville. Donc on est en train de co-construire avec des ateliers. Donc on en est au 3e atelier avec les Nantais, donc qui associent 10 personnes âgées de 58 à 86 ans et des professionnels. Et on est en train de construire en tout cas on va monter un prototype de lieu qui du coup est un escape game et qui va chercher à appréhender un petit peu mieux les dispositifs de l'autonomie, mais en mélangeant les générations pour à la fois faire de la sensibilisation sur les générations plus jeunes, mais aussi, et ce qui est rigolo, c'est que les personnes âgées qui participent, notamment une personne, pour elle, c'est vraiment un lieu de sortie. Ça sera un lieu de sortie pour rencontrer des gens. Donc du coup, on a hâte d'ouvrir le lieu qui ouvrira en septembre et d'observer ce qui va se passer dans le lieu, qui sera pérennisé s'il fonctionne. Françoise, je crois que tu voulais... Je voulais rajouter quelque chose parce que ce qu'a dit Gertrude m'y a fait penser. En Allemagne, j'ai vu une expérience très intéressante dans des EHPAD où au goûter, l'après-midi, on faisait venir des écoliers. Donc il y avait des écoliers qui rejoignaient quasiment tous les jours, on faisait tourner les écoles dans cet EHPAD et qui prenaient leur goûter avec les personnes âgées. Et bien, si vous aviez vu dans ces personnes âgées et ces écoliers dans la salle de restaurant, ils étaient tout à fait épanouis et c'était vraiment un rayon de soleil pour les personnes âgées et une attention particulière pour les enfants également. Ça me fait penser à une chose. Philippot le disait en introduction ce matin, la semaine dernière, il y avait un grand congrès immobilier qui est le BIPIM, c'est un peu la Mecque au niveau immobilier national et international. Et il y avait ce colloque, la santé est, depuis l'année dernière seulement, dans les préoccupations des urbanistes, des élus, des architectes. Il n'y avait pas la santé avant. Et je peux vous dire qu'on a eu une présentation du grand programme des JO qui va se faire de façon rapide, avec des filières bois, avec des grandes préconisations sur l'écologie, les îlots de chaleur, des PC, des permis de construire qui seront refusés parce qu'il y aura cette étude qui sera faite. Par contre, il n'a pas été question du tout, mais du tout. Il a été question de jeunes, il a été question de jeunesse, il a été question de réfugiés, mais il n'a pas été question du tout, puisqu'on est là sur un sujet de ville et architecture au service des aînés, d'une ville, en tout cas d'un territoire nouveau, qui permettent des parcours plus faciles quand même sur ce sujet des aînés. Et pour en avoir un petit peu discuté avec le Solideo, donc Nicolas Ferrand qui dirige Solideo, cet aspect de santé bien-être n'est pas au cœur des préoccupations. Donc on a un sacré travail à faire, architectes, urbanistes, ingénieurs, promoteurs, aménageurs, mais aussi, je dirais, tous les acteurs un peu affluents du monde de la santé, parce qu'il va se construire quelque chose de gigantesque, pour lequel il n'y aura pas énormément de préoccupations liées au sujet que l'on traite aujourd'hui. Écoutez, on va les remercier, les applaudir.